Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français. Sans plus tarder, voici les grands titres de l'actualité. Lors du sommet des PDG de l'APEC à Manille, le président chinois a formulé des propositions à la région pour encourager le développement économique. Lors de la réunion annuelle de l'APEC, les dirigeants de l'Asie-Pacifique ont demandé au gouvernement d'intensifier la coopération dans le combat contre le terrorisme. Les pays de la région Asie-Pacifique sont tous à la recherche de nouveaux moteurs de croissance pour améliorer leur niveau de connexion. Le yuan chinois devrait faire son entrée dans le panier de monnaie de référence du SDR qui compte déjà le dollar, l'euro, le yen et la livre sterling. Xi Jinping a souligné au sommet des PDG de l'APEC que la Chine allait continuer à ouvrir son économie. Le secteur de l'assurance joue un rôle majeur dans cette politique d'ouverture. Nous ouvrons ce journal avec le sommet des PDG de l'APEC à Manille. Le président chinois Xi Jinping y a formulé des propositions à la région pour encourager le développement économique dans un contexte de défis qui affecte l'économie mondiale. Il a déclaré que la Chine, en tant que seconde plus importante économie du monde, continuera sa politique d'ouverture, que les investissements étrangers seront toujours les bienvenus et enfin que la coopération avec les autres pays sera approfondie sous l'initiative d'une ceinture et d'une route. Un accueil chaleureux pour le dirigeant d'une économie géante. Lors de la réunion, le président chinois Xi Jinping a partagé ses points de vue sur l'économie du monde. Il a déclaré que le relancement de l'économie mondiale prendra du temps, ajoutant que l'économie de la région Asie-Pacifique fait également face à de nombreux défis. Il a dit que les économies de la région devraient travailler ensemble pour surmonter les difficultés. Il a suggéré des manières de stimuler le développement des économies de l'Asie-Pacifique, notamment en encourageant les réformes et l'innovation, en bâtissant une économie ouverte et en renforçant la connectivité. En tant que seconde plus importante économie du monde, la Chine a pris des mesures actives comme le renforcement des réformes pour faire face à l'économie mondiale ralentie. Le président chinois a indiqué que l'économie chinoise se trouvait toujours dans des rangs raisonnables, malgré les fluctuations de certains indices. Pendant les 3 premiers trimestres, l'économie chinoise a connu une croissance de 6,9%, contribuant ainsi à 30% de la croissance économique mondiale. Une telle croissance a été réalisée par une grande économie de plus de 10 000 milliards de dollars. Xi Jinping a souligné que les bases de l'économie chinoise restaient positives, déclarant que l'économie restait résistante aux difficultés des réformes. Il a ajouté qu'il y avait largement de possibilités de faire baisser la pression. Le président Xi Jinping a également déclaré que le pays continuera de s'ouvrir. La Chine travaille avec d'autres pays pour promouvoir la construction des zones de libre-échange. La Chine réduira les restrictions d'accès au marché pour les investissements étrangers. Nous établirons les réformes pour le système de gestion des investisseurs étrangers, réduirons les restrictions d'accès au marché pour les investissements étrangers, améliorerons la protection de la propriété intellectuelle et accélérerons un environnement d'un marché ouvert, transparent, équitable et hautement efficace. Ici, je voudrais réaffirmer que la politique d'accueil des investissements étrangers de la Chine ne changera pas, ni la protection des droits légitimes et des intérêts des entreprises à l'investissement étranger, ni son engagement à fournir de meilleurs services. Depuis le lancement de la proposition il y a 2 ans, l'initiative d'une ceinture et une route a été soutenue par plus de 60 pays. La proposition montre déjà des résultats. La Chine a signé des accords avec des pays dans une région qui encourage le développement économique. La coopération régionale sera approfondie et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures sera établie officiellement d'ici la fin de l'année. Le président chinois a affirmé que la Chine encourageait l'implication de la communauté du monde des affaires dans son développement économique. Il a déclaré que la Chine accueillait la participation de la communauté à la prochaine réunion du G20 qui aura lieu en Chine en septembre 2016.
Selon Yahoo News, jeudi, lors de la réunion annuelle de l'APEC, endeuillée par les attentats de Paris et le meurtre de 2 otages par l'État islamique, les dirigeants de l'Asie-Pacifique ont demandé au gouvernement d'intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Une copie de la déclaration qui sera émise par les dirigeants suite à la réunion dit que ces dirigeants condamnent fermement tout acte, méthode et pratique du terrorisme. La déclaration, qui mentionne également les attentats de Beyrouth et le crash de l'avion russe dans le désert du Sinaï, est au centre des conversations du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique, qui habituellement se concentre sur les questions d'échange et de commerce. Le président des États-Unis Barack Obama, le président chinois Xi Jinping et le premier ministre japonais Shinzo Abe participent au sommet dans la capitale des Philippines, tandis que la France et la Russie sautent au Conseil de sécurité de l'ONU pour essayer d'unir la communauté internationale dans ce combat contre l'État islamique. Le forum de l'APEC aux Philippines se tient alors que des craintes se font jour concernant l'impact économique et social du partenariat transpacifique. On craint notamment que le PTP ne provoque une inflation des prix des médicaments en protégeant davantage les laboratoires et que certains pays en développement comme le Vietnam et le Pérou ne puissent plus se les procurer. L'engagement de la Nouvelle-Zélande dans le partenariat transpacifique a été la cible de manifestations de la part de milliers de contestataires passionnés qui ne croient pas que les bénéfices économiques supposés de ce pacte sont suffisamment importants pour justifier une telle perte de souveraineté pour les pays qui y adhèrent. Dans ce cas, elle protège les multinationales les plus puissantes de la planète et ça ne semble pas juste du tout. On ne dirait pas du tout un accord commercial équilibré. L'une des plus grandes inquiétudes exprimées concerne la protection des monopoles détenus par les compagnies pharmaceutiques. Les versions moins onéreuses des médicaments ne pourront être fabriquées pendant 8 ans après leur création. Les droits monopolistiques des compagnies pharmaceutiques vont provoquer une hausse des prix et cela veut dire que ceux qui en ont besoin ne pourront pas les payer. Un exemple, le nouveau médicament anti-hépatite C. Le docteur Freeman dit qu'il coûte 84 000 $ néo-zélandais, mais seulement 100 $ à produire. Ce qu'ils veulent, ce sont des monopoles plus longs sur leurs médicaments pour faire plus d'argent et paradoxalement, ils appellent ça un accord de libre-échange. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande tente de minimiser ces manifestations. Il dit que le TPP ne va pas changer le système de copyright actuel et que même si les coûts risquaient d'augmenter, les consommateurs bénéficieraient de subventions pour l'achat de ces médicaments. Toutefois, les agences d'aide internationales comme Oxfam, qui ont pour but de sortir les gens de la pauvreté, sont inquiètes de ce que des pays comme le Vietnam devront attendre 8 ans avant de bénéficier de médicaments génériques comme les médicaments utiles contre le VIH. C'était les génériques qui permettaient aux pauvres de se soigner et d'éviter de transmettre le HIV à d'autres. Les manifestants disent que le long délai d'accès à des traitements onéreux de nouvelle génération contre le cancer, par exemple, équivalait à une peine de mort pour ceux qui ne peuvent pas se les offrir. Sans exagération, je pense que ça veut dire que les jeunes qui auraient dû avoir accès à ces médicaments et auraient dû survivre n'y auront pas accès et vont mourir. Le TPP devrait être officiellement signé l'année prochaine. Jusque-là, les manifestants disent vouloir continuer la lutte. Une économie transparente et mieux connectée est l'un des sujets les plus discutés lors du sommet de l'APEC de cette année. Les pays de la région Asie-Pacifique sont tous à la recherche de nouveaux moteurs de croissance pour améliorer le niveau de connexion. Les experts estiment que les dépenses en infrastructures aideront à atteindre ce nouvel objectif fixé. Les investissements en infrastructures ont des effets considérables. En effet, $1 investi en infrastructure permet d'investir 3 autres dollars supplémentaires dans d'autres domaines. Par ailleurs, un investissement de 3 milliards de dollars permet de créer plus de 18 000 emplois. Ainsi, à l'heure actuelle, le niveau des investissements en infrastructure dans la région Asie-Pacifique restera à un niveau élevé. Près de la moitié de la population mondiale vit dans la région d'Asie-Pacifique, qui représente également près de la moitié du commerce et de la production économique mondiale. Mais globalement, le niveau inégal des infrastructures demeure un des freins importants dans la croissance de la région. Selon la Banque asiatique de développement, les pays de la région Asie-Pacifique ont besoin chaque année d'environ 800 milliards de dollars
pour financer la construction d'infrastructures intérieures et transfrontalières. Les analystes rappellent que la création de la Banque asiatique d'investissement en infrastructures servira de levier important pour augmenter le niveau des liaisons, des échanges et de la coopération entre les différents pays de la région. International toujours, et nous passons aux attentats qui ont frappé Paris. Une opération de police en banlieue parisienne s'est terminée dans un bain de sang et par des arrestations. Nul ne sait où se trouve le terroriste qui aurait planifié les attaques de la semaine passée dans la capitale. Pour la seconde fois en une semaine, des coups de feu et autres explosions ont été entendus dans Paris. Les autorités françaises ont débuté un raid avant l'aube contre des suspects terroristes suspectés d'être derrière les attaques de la semaine passée qui ont fait 129 victimes. Au moins 2 personnes ont été tuées en Seine-Saint-Denis, une banlieue du nord-est ayant une forte population à majorité musulmane. Un suspect, une femme, s'est fait exploser en actionnant sa veste piégée juste avant le début de l'opération, tandis qu'un autre suspect est mort sous les balles. La police a indiqué avoir procédé à 8 arrestations. Les enquêteurs français déclarent continuer d'enquêter pour savoir si le principal suspect, le Belge Abdelhamid Abaoud, est mort ou non sur les lieux. Je vous précise que Abaoud et Salah Abdeslam ne font pas partie des gardés à vue. Les investigations se poursuivent donc tout à la fois pour identifier les terroristes tués, ceux qui sont en garde à vue, mais aussi tous ceux qui sont susceptibles d'avoir été impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette campagne d'attentats, que ce soit sur le territoire français ou en Syrie. Et pour les habitants locaux, c'est le choc avec cette terreur qui arrive sur leur palier. J'ai vu les rues vides, après ça a commencé à tirer, les flics ils ont barricadé tous les côtés de Saint-Denis. Nous on est au centre-ville donc on voit à peu près tout ce qui se passe. Et là je disais à mon coloc que c'était des armes de guerre. Cette opération devrait fournir une légère assurance aux locaux qui étaient frustrés du manque de progression dans l'enquête de police. Mais ils doivent se rendre compte que cet épisode est loin d'être terminé. Et le président François Hollande a appelé le reste du monde à aider à détruire l'État islamique. Je sais bien que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes conceptions, n'ont pas nécessairement même les mêmes alliés. Mais ce qui est en cause, c'est de mettre un terme, d'anéantir une armée qui menace le monde entier et pas simplement certains pays par rapport à d'autres. Et au milieu de ces affrontements, Paris continue de pleurer ses 129 victimes qui ont péri lors des massacres de vendredi dernier. Et nous passons maintenant aux performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en hausse jeudi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3787,39 points, en hausse de 1,36%, et l'indice des actions B a clôturé à 379,38 points, en hausse de 1,60%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 2362,07 points, soit une hausse de 3,08%. L'indice des actions B a clôturé à 1208,96 points, en hausse de 1,08%. Kyo a fini en hausse de plus de 1%, porté par la bonne tenue de Wall Street et par la vigueur du dollar, malgré l'annonce du premier recul en un an des exportations japonaises. L'indice Nikkei a quant à lui gagné 1,07%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole ainsi que ceux des métaux précieux. Et nous poursuivons avec l'économie de la Chine. Le yuan chinois est devenu la seconde monnaie la plus utilisée dans les échanges commerciaux dans le monde. Il devrait faire son entrée dans le panier de monnaie de référence du SDR qui compte déjà le dollar américain, l'euro, le yen japonais et la livre sterling. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que cela allait perfectionner le système actuel et stabiliser la structure financière mondiale. Voici le siège de la Banque de Chine à Londres. Les traders procèdent à des transactions en yuan pour le monde entier, des transactions qui sont de plus en plus nombreuses.
Nous avons eu par jour en moyenne 61 milliards de dollars en volume d'échange l'an dernier, soit beaucoup plus que les années précédentes. Londres va jouer un rôle important dans le processus de mondialisation du yuan. En plus du trading, plus de produits sont disponibles en yuan. Le mois dernier, le premier bon vert nominé en yuan à Londres a été introduit à la Bourse de Londres. Cela a remonté l'influence du yuan et a aussi fourni un instrument d'investissement pour le marché, spécialement quand les taux européens sont bas. Le bon sur un an a un retour de 3,1%, tandis que les eurobonds ont un retour de moins de 0,3%. C'est un contraste saisissant. Nos bons sont les meilleurs. De plus, l'usage grandissant du yuan pour les règlements interfrontaliers a apporté de nouvelles opportunités de financement et réduit les coûts des processus d'échange étrangers. Les entreprises disent que cela va apporter plus de croissance. La monnaie est en cours d'internationalisation. La Chine joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Ce n'est plus un pays isolé. Si la demande chinoise baisse, les exportations des autres pays s'écroulent. Les actions, qui sont propres à maintenir le rythme de croissance et à soutenir la consommation, sont toutes les bienvenues. Le Fonds monétaire international a dit la semaine dernière que le yuan postait requis pour être inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux, qui est un mécanisme permettant aux participants de renforcer leurs réserves en cas de besoin. Le président chinois Xi Jinping a salué l'initiative, disant qu'elle allait renforcer le système mondial et la stabilité financière. La Chine a réduit aujourd'hui les prix du gaz naturel non résidentiel. Il s'agit du deuxième ajustement tarifaire effectué cette année. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré que les prix du gaz naturel non résidentiel seraient réduits de 0,7 yuan par mètre cube. De nouveaux prix qui seront appliqués à compter du 20 novembre prochain. Le prix total du gaz naturel fixé par le gouvernement était de 60 milliards de yuan et avec le prix réduit de 0,7 yuan par mètre cube, il sera réduit de l'ordre de 43 milliards de yuan. De plus, avec l'effet à l'écart des prix du marché, le coût total de la réduction envers les entreprises existantes pourrait atteindre les 100 milliards de yuan. Le récent déclin des prix mondiaux du gaz naturel, de même que l'approvisionnement abondant dans le pays, ont accéléré la réforme des prix du gaz naturel. En addition à cette réduction des coûts pour les entreprises concernées, des prix plus bas permettront également de promouvoir l'usage d'une énergie propre. Cela affectera une grande variété de secteurs tels que l'électricité, le verre, la céramique, la métallurgie non ferreuse et certaines industries d'ingénierie chimique. Et cela aidera ces entreprises à réduire leurs coûts et à mieux exercer leur activité. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré que la Chine adoptera prochainement des mesures visant à libéraliser les prix sur le marché du gaz naturel. Le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine a organisé une conférence de presse portant sur les efforts pour combattre les changements climatiques. Xie Zhenhua, le représentant spécial des affaires attachées au changement climatique, a rappelé que des progrès avaient été constatés à ce niveau. On l'écoute. Cette année marque la dernière année du 12e plan quinquennal, pendant lequel nous avons fait des progrès pour aborder les changements climatiques. Voici quelques statistiques. Pendant cette période de 5 ans, les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB ont diminué de 6,1% sur une base annualisée pendant 2014. Et ils ont baissé de 15,8% en général depuis 2010. M. Xie a indiqué que la Chine a atteint son objectif fixé par le 12e plan quinquennal. Il a aussi mentionné la série d'objectifs de la Chine qui vont permettre de limiter les émissions polluantes. Beijing veut que les émissions de dioxyde de carbone atteignent un niveau maximal vers 2030, mais a dit que la Chine a l'intention d'essayer d'atteindre ses cibles plus tôt. La Chine a aussi promis de réduire les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB entre 60 à 65% du niveau de 2005 avant 2030 et d'augmenter la part des sources d'énergie renouvelables à environ 20% avant 2030. Le président chinois Xi Jinping a souligné au sommet des PDG de l'APEC que la Chine allait continuer à ouvrir son économie. Le secteur de l'assurance joue un rôle majeur dans cette politique d'ouverture, les compagnies d'assurance étrangères bénéficiant quasiment du même traitement que les compagnies locales. L'Australien In Xiaosong a été parmi les premiers assureurs à se lancer sur le marché chinois.
Il est de fait un témoin privilégié de l'évolution du secteur chinois de l'assurance. Nous bénéficions désormais de quasiment le même traitement que les compagnies d'assurance locales, en particulier dans des domaines tels que l'assurance vie et l'assurance habitation, et également en termes de type de couverture, de région et de ligne de produits. Les différences s'amenuisent. Swiss Re fait partie des premières compagnies étrangères à s'être implantées sur le marché chinois. Elle est actuellement leader de la réassurance en Chine, où à ses yeux, la marge de développement est encore immense. Le rythme est l'un des caractéristiques. Le modèle de développement que nous avons eu ces dernières années n'est pas comparable avec celui des autres marchés. Il existe de nombreux marchés qui ont connu une forte croissance, mais pas à l'échelle de la Chine. Je peux vous donner plusieurs exemples si vous voulez. Nous avons déployé un système d'enregistrement en ligne et la semaine dernière, nous avons enregistré notre millionième transaction sur ce système. Et dans les autres marchés où nous avons ce système, cela se compte en milliers. Ça illustre bien la différence d'échelle et de demande également. Il nous revient de satisfaire cette demande. Les compagnies d'assurance étrangères ont depuis 2012 pleinement accès au marché de l'assurance automobile, ce qui a représenté un tournant après l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. 56 compagnies d'assurance étrangères, originaires de 16 pays, se sont récemment implantées en Chine. Et ce mouvement semble loin d'être terminé. Le régulateur de la télévision chinoise vient d'interdire aux fournisseurs de boîtiers décodeurs d'autoriser l'accès à 81 applications illégales. La mesure suscite des réactions partagées parmi les habitants de Shanghai. Les décodeurs TV sont devenus populaires au cours des dernières années car ils permettent à leurs utilisateurs de regarder des films, des clips et d'autres programmes disponibles en ligne directement sur leur écran de téléviseur. Depuis ce week-end, il est interdit d'installer sur ces boîtiers des applications vidéo tierces qui souvent donnent accès à des contenus piratés ou obscènes. Si vous voulez regarder plus de vidéos, vous avez besoin d'installer ces applications tierces sur le boîtier. Lorsque j'ai entendu parler de la nouvelle régulation, je me suis dit que c'était dommage pour la qualité des films disponibles. Dommage pour l'expérience de visionnage également, car un écran de téléviseur est plus grand qu'un écran d'ordinateur. Mais d'autres ne se soucient pas d'un tel boîtier. Je ne passe pas beaucoup de temps chez moi et j'utilise peu ma télévision. J'ai l'habitude de regarder des vidéos sur mon ordinateur. Je n'utilise pas de boîtier décodeur parce que je ne connais pas grand-chose aux détails techniques requis pour l'adapter à mon téléviseur. Et j'aime bien utiliser mon smartphone ou ma tablette pour regarder ou télécharger des vidéos. Certains analystes estiment à 90 millions le nombre de décodeurs TV installés dans le pays. La mesure mise en place ce week-end va amener de nombreuses entreprises à réviser leur contenu pour en contrôler la légalité. Une fois qu'ils disposeront de leur propre contenu, ils pourront développer un nouveau modèle commercial. Si vous fournissez le contenu, vous pouvez faire payer le boîtier, mais également des frais d'adhésion annuels. Selon Wang, il y a fort à parier que l'industrie connaîtra de nombreuses fusions, entraînant la création de larges entreprises qui disposeront des ressources nécessaires à la production de leur propre contenu. C'est ainsi que s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programmes sur notre chaîne.